Bonjour à toutes et à tous pour cette première émission C'est l'invité réalisée par la rédaction de Charente Libre. Une émission désormais hebdomadaire qui vous sera proposée chaque lundi depuis notre studio de la rue Hergé. J'accueille aujourd'hui une véritable combattante, une guerrière anonyme en qui se reconnaîtront de nombreuses Charentaises. Le thème, dur, fort, son combat contre le cancer, une fichue maladie qui frappe chaque année environ 2100 personnes en moyenne dans notre département. Bonjour Céline, vous avez 41 ans aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans que vous vous battez contre ce putain de crabe, comme diraient des proches, l'un de vos auteurs favoris. Je tiens à préciser, c'est vous qui avez voulu témoigner. Pourquoi ? Parce que je crois que plus on en parle, moins ça devient tabou. Aussi un petit peu égoïstement, parce que moi, ça me permet aussi de... Plus j'en parle, plus je l'assume. Et plus je l'assume, mieux je le vis. Et puis pour faire passer un message de prévention. Vous me disiez en préparant l'émission qu'aujourd'hui, en parler, ça vous fait du bien, alors qu'avant, vous aviez plutôt, jusqu'à il y a quelques mois, plutôt tendance à vous refermer. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vous fait du bien d'en parler ? Ça me fait du bien parce que ça désacralise justement, ça me libère de toutes ces émotions négatives qu'on peut engendrer pendant tout ce parcours. Ça me fait du bien parce que ça me permet de l'accepter. Plus j'en parle et plus je l'accepte et mieux je le vis. On va faire un petit retour dans le passé. Juillet 2018, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. La France est championne du monde. Et vous, une grosse tuile vous tombe dessus, quasiment à l'improviste. Racontez-nous cette fameuse soirée. Un soir, donc je couche mon fils qui à l'époque avait 4 ans et demi. Donc il va au lit tôt. Et je m'installe devant ma télévision et en regardant la télé, je mets ma main machinalement sur mon sein gauche et là je sens une énorme boule. Et à l'époque, vous n'êtes pas du genre à aller régulièrement chez le médecin, tout simplement parce que vous êtes rarement malade. Je suis vous avez jamais 36 ans, malade. vous êtes en super santé, Ouais. même pas une grippe. Mais là, une petite voix vous dit, appelle tout de suite le médecin, n'attends pas. Oui, moi qui d'habitude ai plutôt tendance à fuir les médecins, là j'ai un petit sixième sens qui me dit c'est pas normal, va voir ton médecin effectivement tout de suite. Et derrière, comment ça s'enchaîne ? Ça s'enchaîne très vite. J'obtiens un rendez-vous miraculeusement avec mon médecin traitant le lendemain entre midi et 2 qui me dit je suis pas inquiète mais on va quand même vérifier. 10 jours après, donc je passe une mammographie, une échographie et là Pas de place pour le doute à Non. ce moment-là. Ce jour-là, cette annonce vous a particulièrement marqué ? Oui, ça a été très difficile parce que je pense que je suis tombée sur un radiologue très antipathique qui n'a pas eu un seul regard, un seul mot gentil pendant tout le temps de l'examen. Alors que moi, j'étais plutôt pétrifiée, angoissée et j'attendais qu'une seule chose, c'était au moins un petit mot juste pour me rassurer un tout petit peu, ce que je n'ai jamais obtenu. Même pas un regard Même pas un droit dans regard. les yeux. Là, le parcours de soins s'enchaîne comment ? Donc, ça arrive. Ça va très Vous partez vite. quand même en vacances, je crois. Je pars en vacances, voilà, c'était un vendredi à 17h, premier jour de mes vacances. Je partais le lendemain avec mon fils en Bretagne. Autant dire que je n'ai pas dormi de la nuit et j'ai fait le voyage toute seule le lendemain pendant 6 heures. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. On passe une semaine pas trop mal. J'arrive à me donner le change auprès de mon fils. Et au retour, donc une semaine après, je passe ma biopsie. Et ensuite, résultat début août. Ouais. C'est le médecin traitant qui donne les résultats de la biopsie. Donc là, j'apprends que j'ai un cancer du sein, hormonodépendant, infiltrant. On fait des examens complémentaires pour voir si le cancer ne s'est pas propagé ailleurs, ce qui n'était pas le cas. Et je contacte tout de suite l'Institut Bergonié, auprès duquel j'obtiens un rendez-vous mi-août, le 16 août. Et je commence la chimio le 31 août. Donc vous avez gardé la mémoire de chaque date toutes les dates, ouais. Et donc cette chimio dure environ 4 mois ? Oui, elle se termine le 20 décembre. D'accord. Et là, les premiers effets secondaires arrivent très vite dedans, quoi. Ah oui, parce que donc, première chimio le 31 août et 8 jours après, je fais ce qu'on appelle une aplasie. Donc mes globules blancs sont descendus à 0. Donc je suis hospitalisée en urgence à Girac, en chambre stérile pendant une semaine. Et pendant cette semaine-là, mes cheveux tombent à l'hôpital. Et vous arrêtez de travailler, vous étiez assistante sociale à l'époque. Ces 4 mois durs, opération fin décembre. Opération début janvier. Début janvier. Qu'on m'enlève. J'avais 2 tumeurs, finalement. Une grosse de 4 cm et une toute petite de 9 mm, qu'on me retire donc, le 9 janvier.
Et j'enchaîne après avec de la radiothérapie de mars à fin avril. Et là, c'est la fin des traitements lourds. Et alors, justement, vous étiez engagé dans ce parcours de soins, mais finalement, l'angoisse arrive quand ces soins se terminent, malgré les effets secondaires, malgré les rendez-vous, les allers-retours à Bordeaux. C'est quand ça s'arrête que finalement, tout vous retombe dessus. Parce que finalement, quand on est dans les soins, on est quand même bien entouré. La chimio, c'était toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, je voyais des infirmières, je voyais mon oncologue régulièrement. J'allais à l'époque à la Ligue contre le cancer qui proposait beaucoup de soins de support. Donc tout ça me faisait extrêmement bien, j'étais entourée. Mais quand tout s'arrête, on se retrouve tout seul. Et c'est là qu'on lâche un petit peu aussi. Et que l'angoisse, qu'on réalise déjà ce qui vient de se passer. Et puis là, je commence à angoisser sur la récidive. Et oui, des angoisses de mort, hein, tout simplement, qui arrivent à ce moment-là. Quand la radiothérapie se termine au printemps, c'est pas la fin des soins. Vous enclenchez sur une deuxième période de soins, d'hormonothérapie. C'est ça. Comme je disais tout à l'heure, donc mon cancer est hormonodépendant. Ça veut dire que ce sont mes hormones qui alimentent le cancer. Donc pour éviter justement les récidives, on donne de l'hormonothérapie. Donc c'est un cachet qu'on prend tous les jours et qui permet de stopper la sécrétion d'hormones. En gros, on vous provoque une ménopause. On me provoque une ménopause artificielle, ouais. D'accord. Et ça, vous le vivez mal également. Vous décidez finalement de l'arrêter au bout d'un an, j'arrête le traitement parce que dès le début, j'avais pas envie de le faire. Je crois que j'avais envie que ça s'arrête. J'avais envie de mettre de côté tout ça et de penser à autre chose. Ce qui n'est pas le cas quand on prend un cachet tous les jours. Finalement, tous les matins, on se rappelle qu'on est malade. Donc j'avais pas envie de ça, et puis j'avais des douleurs au bassin que j'ai mis sur le compte de l'hormonothérapie. Et donc au bout d'un an, j'ai décidé d'arrêter. Et ces petites douleurs, elles persistent, Ces petites douleurs, elles persistent après mon arrêt. Quelques mois après, elles s'arrêtent, mais elles reviennent brutalement en août 2021. D'accord. Pour que les gens comprennent bien, on dit petite douleur parce que vous avez beaucoup souffert, mais en fait, c'est une douleur atroce qui vous empêche de marcher. C'est une douleur qui en fait est permanente, H24, le jour, la nuit, qui m'empêche de dormir, qui m'empêche de marcher. Et pendant ce temps-là, vous encaissez les douleurs. J'encaisse les douleurs. Il y a une autre petite voix qui vous dit non, finalement, on n'y va pas, ou vous refusez en Alors tout cas d'aller là, voir je fais l'autruche. Là, je fais l'autruche parce que je consulte quand même mon médecin traitant, qui me redit, je suis pas inquiète, mais quand même, il faudrait faire une IRM pour vérifier, chose que je n'ai pas voulu faire, parce que j'avais très peur de la récidive. Et donc, août 2021, vous n'arrivez plus à marcher. Finalement, vous allez passer une échographie, je crois. Alors, en octobre 2021, la douleur devient vraiment insupportable, au point qu'effectivement, je ne peux plus marcher. Donc, mon médecin me prescrit des béquilles, des anti-inflammatoires, et me dit, si au bout d'une semaine, ça passe pas, il faudra quand même faire des examens. Bon, la semaine, je l'ai transformée en presque un mois. Mais au bout d'un mois, vraiment, je n'en pouvais plus. Donc là, je vais faire une échographie à Girac, Et là, le radiologue n'a pas eu besoin de vous regarder dans les yeux. C'est vous qui l'avez regardé, vous avez tout de suite compris. Là, je l'ai vu se décomposer. Elle m'a dit, on va tout de suite faire une radio. Et je voyais en fait les gens arriver, faire leurs examens, repartir avec leur dossier sous le bras. Moi, on m'avait pas redonné mon dossier, on m'a fait patienter. Ça m'a paru extrêmement long, mais je sais plus combien de temps. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et au fond de moi, je savais très bien ce que c'était. Et donc en fait, ce cancer du sein, qu'on pensait derrière vous, c'était propagé. Aux os. Et votre bassin était déjà sérieusement attaqué. Mon bassin est très attaqué parce qu'en fait, j'apprends plus tard, quand je retourne à l'Institut Bergonié, que mon bassin n'est plus qu'un trou et qu'il faut que je fasse très attention à tous mes mouvements parce que je risque la fracture à tout moment. Et j'ai bénéficié assez vite d'une cimentoplastie, c'est-à-dire qu'on injecte du ciment dans les os pour les consolider. Vous avez pu remarcher derrière ? Non. Ça fait seulement un tout petit peu plus d'un mois que j'ai retrouvé la marche. D'accord. Et finalement, les mauvaises nouvelles s'accumulent. S'enchaînent. Quelques mois plus tard, on se dit que c'est propagé encore ailleurs. C'est en même temps, en fait. Quand on découvre les métastases osseuses, on me fait passer un nouveau TEP scan. Donc là, on regarde le corps en entier et on découvre aussi des métastases au foie. D'accord. En préparant l'émission, vous me disiez depuis août,
août, l'espoir renaît, je vais mieux. Qu'est-ce qui s'est passé en août qui vous a permis que cet espoir renaisse et que ça aille mieux? Alors j'ai démarré un nouveau protocole, j'en suis à mon 4e depuis fin décembre 2021, mais un nouveau protocole qui vient d'arriver en France. Les essais cliniques sont assez prometteurs. J'ai fait le choix quand même de pas trop étudier parce que je veux pas avoir de faux espoirs non plus, mais c'est quand même assez prometteur. Et déjà physiquement, vous allez mieux? Je me sens beaucoup mieux. C'est une thérapie qu'on appelle ciblée, donc j'ai beaucoup moins d'effets secondaires aussi. J'ai retrouvé la marche. Alors, j'ai aussi fait de la radiothérapie en juillet, donc est-ce que c'est la radiothérapie? Est-ce que c'est la nouvelle chimio? Je ne sais pas, mais en tout cas, je remarche. Je n'ai pas de vomissements. J'ai un petit peu de fatigue, mais ça se gère. Donc après, c'est le cercle vertueux, on se sent mieux physiquement, donc on est mieux moralement. Et... Justement, pour aller mieux physiquement, moralement, il y a les traitements, les médicaments, la chimie, la radiothérapie, la chimiothérapie, tout ça. Vous avez mis en place, vous, beaucoup d'autres activités qui vous permettent d'aller mieux dans la tête et dans votre corps également. Lesquelles, par exemple? Alors, je fais de l'acupuncture pour gérer justement les effets secondaires. Ça marche beaucoup sur tout ce qui est nausée. La chimio peut aussi créer des fourmillements dans les mains. Moi, ça m'est arrivé cet été, j'avais perdu complètement l'usage de mes mains. Je ne pouvais même plus ouvrir une bouteille d'eau toute seule. Donc, ça aide beaucoup pour ça. Je fais de l'hypnose pour justement lâcher prise aussi, mieux gérer mes émotions. J'ai consulté une naturopathe pour adapter mon alimentation à mes traitements et à ma maladie. Voilà. Et de la sophrologie. Une des choses qui vous a choqué aussi, alors depuis le début, dès les premiers cancers, c'est que personne ne vous avait parlé des effets secondaires, alors la perte des cheveux. Alors si, on en parle. Mais certains non, visiblement. Enfin, alors, moi, on m'en a parlé, mais je connais, j'ai une voisine qui est suivie pour la même chose que moi, à qui on n'a absolument pas parlé. La chimio attaque les ongles, par exemple, c'est pour ça qu'on se met du vernis, sinon les ongles risquent de tomber. Et ma voisine, personne ne lui a dit. Donc c'est moi qui l'ai informée de cet effet secondaire. Mais après, on en parle. Moi, on m'en a parlé à Bergonié là-dessus. Ils sont quand même... Par contre, jamais on m'a parlé de solutions naturelles, entre guillemets, pour y remédier. Aujourd'hui, quelles sont vos envies, vos objectifs ? Alors moi, mes envies aujourd'hui, c'est de profiter de la vie un maximum possible, de passer des moments avec tous mes proches, de bouffer la vie, comme on dit. Vous me disiez vendredi que vous savez que vous n'allez pas guérir, mais que vous aimeriez quand même réussir au moins à transformer ça en maladie chronique, une maladie avec laquelle vous vivez, et tenir le plus longtemps. C'est mon espoir, que ça devienne comme un diabète, par exemple. Et du coup, vous, la fan de rock, vous avez plutôt pris un abonnement au théâtre cette année. Voilà, j'ai transformé mes envies de concert en pièces de théâtre. D'accord. Votre rapport à la mort, voire à la religion aussi, enfin, ou en tout cas l'existence de Dieu, a aussi changé avec cette épreuve? Pas à l'existence de Dieu, parce que je ne suis pas croyante et je ne pense pas le devenir. Par contre, moi qui étais très cartésienne, quand on mourait, c'était fini. J'ai lu un bouquin cet été sur les expériences de mort imminente qui m'a beaucoup troublée. Et aujourd'hui, alors, je ne sais pas ce qui se passe après, mais je me dis que peut-être il y a quelque chose. On est en plein Octobre Rose, donc avec son message de prévention sur le dépistage du cancer, les mammographies après 50 ans. Mais vous dites, le cancer, c'est pas rose. Je comprends la communication, je comprends la prévention, et il faut le faire, et c'est très bien d'en parler. Mais en vrai, c'est pas rose. Je trouve que beaucoup de gens partagent sur les réseaux sociaux les images des parapluies roses dans les rues, de l'hôtel de ville illuminé en rose la nuit. C'est très très joli, mais effectivement, ça peut un peu cacher oui, c'est pas rose, les traitements, c'est pas rose, les effets secondaires, c'est dur, la maladie, c'est dur. Donc oui, faut pas oublier tout ça quand même. D'accord. Récemment, sur les réseaux sociaux, vous avez partagé un petit message qui faisait la promotion de l'autopalpation. Parce que donc Octobre Rose, on parle de la mammographie, mais c'est à partir de 50 ans. Mais finalement, vous vous dites, si vous aviez fait ça à l'époque régulièrement, peut-être que vous en seriez rendu compte beaucoup plus tôt. Je pense, oui, parce que ma tumeur était quand même assez grosse, presque 4 cm. Je pense qu'effectivement, si une fois par mois, 5 minutes sous la douche, je m'étais autopalpée,
je l'aurais sûrement découverte plus tôt, oui. Donc il faut penser avant 50 ans à l'autopalpation, une fois Très par important, mois. une fois par mois. Ouais. Pourquoi pas le premier jour de chaque mois, comme ça on est sûr de ne pas oublier. Ça dure 2-3 minutes, c'est pas grand-chose et ça peut sauver des vies. Je vois que vous avez apporté un livre. Oui, Qui j'ai vous tient à cœur. apporté un livre qui me tient à cœur, qui a été auto-édité par une super femme qui s'appelle Christine Naffa, qui a eu elle-même un cancer du sein il y a quelques années, qui du coup a complètement changé sa carrière professionnelle pour devenir sophrologue. Donc c'est elle qui me fait faire de la sophrologie. Elle n'est pas d'ici, elle est d'Agen, mais on le fait en visio. Elle est aussi coach et elle m'aide énormément. Et son bouquin qui s'appelle Juste un cancer, qu'on peut trouver en librairie, apporte plein de petites astuces justement sur comment gérer les effets secondaires. D'accord. Et j'ai aussi apporté un magazine qui s'appelle Rose Magazine. Ah, Rose lui aussi. Voilà, Rose aussi. Donc la Maison Rose, ça existe à Bordeaux et à Paris. C'est une association qui n'existe que grâce aux dons. Donc, comme beaucoup d'associations malheureusement, mais eux aussi proposent plein de soins esthétiques dans leur maison à Bordeaux. Et ils font beaucoup d'émissions qu'on peut suivre pareil sur Zoom quand on est adhérent et qui donnent alors soit des conférences faites par des médecins, mais aussi des conseils esthétiques, des conseils alimentaires pour mieux gérer la maladie. D'accord. Bien, merci beaucoup Céline et bon courage. Merci. Dans ce combat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et vous pourrez nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est l'invité. Merci.